Bonjour, ici Elisa Morin et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle d'un nouveau produit qui vient d'arriver dans la gamme Boost Energy. Tu connais déjà le Drink Mix Boost au goût neutre, un mélange qui a été pensé pour les efforts intenses avec 60 g de glucides par portion et un ratio 2:1 glucose-fructose, ce qui permet d'absorber beaucoup d'énergie sans scraper l'estomac. Mais ce printemps, NAC vient d'ajouter une nouvelle option vraiment intéressante, le Drink Mix Boost au cocombe salé. La grosse différence, il y a plus d'électrolytes. Cette version-là contient 500 mg de sodium, donc le double de la version neutre. C'est fait spécifiquement pour aider à remplacer ce que tu perds en transpirant pendant les longues sorties, surtout quand il fait chaud ou quand l'intensité monte. Puis côté goût, le cocombe salé est super rafraîchissant. Je l'ai récemment testé puis ça passe honnêtement vraiment bien. Va faire un tour sur le nac.com pour découvrir le nouveau Drink Mix Boost cocombe salé et les nouveaux gels que je vous ai parlé au dernier épisode. Puis tant qu'à être là, remplis ton panier puis utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 273 de Pas sorti du bois et aujourd'hui j'étais avec Elisa Morin. Elisa, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, vraiment contente d'être là pour cet épisode full focus sur moi. Exactement, parce que t'es venu à 2 reprises, je vais me sortir mes notes juste pour être sûr de pas dire n'importe quoi, mais t'étais venu 2 fois, dont un épisode à l'UTMB, un épisode pré-UTMB. Mais là, c'est la première fois qu'on s'assoit puis qu'on est juste là pour jaser de toi. En plus, on fait ça en présentiel. Si je disais, tu m'as vu, ça a été long avant que je set up parce que un peu rouillé sur comment on fait pour enregistrer un podcast. C'est correct. Tout fonctionne, je pense. Donc, merci beaucoup d'être là. Ça va être très cool comme discussion. Merci de m'avoir invité dans ce fameux sous-sol. Ce fameux sous-sol, exact. Si j'étais prétentieux, je dirais c'est mon studio d'enregistrement. Dans les faits, c'est une chambre d'amis, un bureau de travail et un studio une fois par 2 mois. Donc, bienvenue dans mon studio. Première question, qu'est-ce que tu bois, Elisa? Il est quoi? Il est 14h, donc un petit mox, un petit sans alcool, jamais goûté. Donc là, c'est tequila, ananas, sauge et sel rose. C'est le Mox le numéro 5 et c'est leur nouveau puis il est vraiment vraiment bon. De mon côté, je suis allé en fait toi tu redescends en vélo après, fait que c'est quand même sage d'y aller pour le Mox. Rassurez-vous, je lui ai offert une bière mais j'ai pas mis de pression. De mon côté, je suis allé avec une Noctem, une El Gato Lime, donc c'est leur lager mexicaine. Je me dis c'est comme le premier week-end vraiment, je vais pas dire estival parce que ça sera un peu ambitionné, mais qu'on a des beaux soleils, c'est plus chaud, c'est la neige est presque disparu, fait que je me sentais lager mexicaine. Ouais, étant au Québec, j'ai déjà vu beaucoup trop de gens en chest ou en camisole, je me dis c'est comment quand il fera 10-15 degrés plus. Ah ouais. Tantôt j'étais allé à l'épicerie, j'étais en voiture, puis sur Henri Bourassa, là, ceux de Québec, vous savez, là, c'est le boulevard le plus boring à courir. Et le gars était en chest, j'étais comme il est trop tôt dans l'année, c'est pas le bon endroit pour ça, mais bravo, félicitations. Fait que cheers, merci d'être là. Merci à toi. Et voilà. Donc, je te ferai pas répéter toute ton histoire de vie parce que t'es allé au podcast de Tout Trail en 2023. J'ai vérifié et j'ai même réécouté. Je l'avais écouté à l'époque, mais je vais me rebaigner un peu dans ton histoire. Puis justement, tu décris de long en large ton enfance, le judo, le cyclisme, l'athlétisme, ce qui t'a mené jusqu'en pandémie, courir, ce qui t'a mené même jusqu'au Québec, parce que tu viens de la France. Fait que je te ferai pas répéter tout ça. Juste pour le bénéfice des auditeurs, c'est l'épisode 95 qui avait été enregistré à l'hiver 2023. Il faisait très très froid au moment où vous enregistrez. Vous parliez à quel point il faisait moins 30, moins 40 ce week-end-là. Changement de mode, mais j'incite les gens à l'écouter, puis ça permet d'entendre la belle voix de Marc-André. Fait que je vous incite à l'écouter pour découvrir ton passé, puis on va commencer un peu plus près.
tu viens d'une famille de sportifs, t'as fait de la compétition à tous les niveaux. Est-ce que t'es quelqu'un de compétitif quand vient le temps de mettre un dossard puis de partir sur la ligne d'arrivée? Sur la ligne de départ? Oui. Oui? Oui, honnêtement. Plutôt entre les dents? Ouais, c'est ça qui me drive. Je pense beaucoup de ma famille on me connaît pour mon regard qui devient. J'ai les yeux marrons là, mais qui devient extrêmement noir. Et même là, je reviens d'un camp d'entraînement, on en parlera plus tard, mais on doit faire une photo tous ensemble où on est très sérieux. Je pense que j'ai un regard d'une ligne de départ. Alors que tout le monde est sérieux, mais chill. Moi, je suis sérieuse. C'est le regard de tueur. Ouais, exactement. Puis, tu sais, on se côtoie, on s'est vu dans plein d'occasions. Tu me sens pas comme ça du tout dans la vie, ce regard-là de tueur, mais à quel moment dans une préparation de course, est-ce que c'est le matin en te levant le jour de la course? Est-ce que c'est quand on entre dans le box de départ? À quel moment cette switch-là a lieu, puis on tombe en mode Elisa performante, Elisa compétitive? Je pense c'est vraiment dans le box de départ. Okay. Le matin, j'essaye d'être détendu, parler avec les personnes que je connais. Si je peux faire mon warm-up avec des gens, je le fais. Je pense c'est vraiment rendu au départ. Peut-être un peu les accélérations qu'on fait au départ. On commence à croiser certaines concurrentes. Donc ouais, je dirais vraiment au moment du départ. Ouais. Je le disais, t'as un background d'athlétisme sur piste, t'as un background sur route, puis tu continues sur route. En ce moment, t'as un focus trail, mais en même temps, je pense que j'en ai parlé sur le podcast dans les cafés du vendredi l'année passée, c'était route, trail, FKT, Tour de l'île, c'était partout. Mais en ce moment, on sent qu'il y a un focus qui est plus trail. T'as intégré l'équipe Brooks, on pourra en reparler, mais cette dualité-là ou cette combinaison-là de ces deux sports-là, j'ai le goût de dire deux sports parce que c'est la même motion, mais c'est deux surfaces différentes. C'est important pour toi de garder toujours ce volet-là, piste, route, en parallèle du trail? Oui, c'est toujours important, même si j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur le trail. Je pense que si on veut vraiment performer dans une discipline, faut vraiment mettre tout ce qu'on peut dessus. Je dirais que la route, ça aide, parce que moi je fais du trail de courte distance, donc les filles vont de plus en plus vite. Si on prend par exemple une Sarah Alonso qui va faire 1h11 au demi, Lorraine Grégory qui fait 1h10, en fait, faut vraiment aller vite sur de la distance sur route pour pouvoir ensuite aller vite sur du sub-ultra. Et aussi, où est-ce qu'on est ici au Québec, l'hiver est très rude, les conditions sont pas les meilleures. Donc la route c'est aussi une facilité pour s'entraîner, même si en faisant de la route à Québec, on peut trouver de la montée et de la descente, mais contrairement aux autres années, là mon focus au niveau compétition est vraiment en trail. Donc cette année, est-ce que tu as prévu prendre des dossards de route ou Non. Non. Je devais en prendre un au début d'année que j'ai pas fait, mais sinon il y a aucun dossard de route qui est prévu. Donc changement quand même complet par rapport à l'année passée. Intéressant. J'ai le goût qu'on revienne quand même sur tes débuts en trail, puis entre, mettons, 2022-2023, puis aujourd'hui, parce qu'il y a eu une grosse progression. Rapidement, tu as performé en trail sur des compétitions qu'on pourrait appeler provinciales, régionales, dans le circuit québécois. Puis l'année passée, et même l'année d'avant, c'était une consécration un peu plus internationale, mais parle-moi de tes premières années, les premières trails que tu as faites, alors que tu le disais ouvertement dans l'épisode de Tout Trail, tu savais pas trop ce que tu faisais, dans le sens où tu appliquais tes méthodes d'entraînement de route, ce que tu connaissais à la trail. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu te spécialises? Est-ce que tu es coaché par quelqu'un? Oui, c'est ça. Au début, c'était vraiment pour découvrir et parce que j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du trail. Donc, ils allaient sur les événements, que ce soit la clinique, le QMT ou Arikana. Et je me suis dit, c'est quoi à peu près les courtes distances sur ces événements-là? Je les ai faits, mais vraiment aucun entraînement spécifique où j'allais faire un tour sur le Mont-Royal, mais rien du tout de spécifique. Avec un coach qui est un coach sur route. Après, on peut facilement appliquer les principes de la route en trail. C'est juste de principalement changer le terrain. Puis, je dirais le gros déclic, c'est vraiment Canyons en 2024 où là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Après, c'était une course en soi entre guillemets facile parce que c'est très roulant. Donc, l'entraînement route avec un peu de dénivelé sur de la route s'y prêtait bien. Et avec le résultat, là, je me suis prise un peu plus au sérieux, toujours coachée par mon coach de route. Avec par contre aller plus souvent en trail, prendre vraiment ça plus au sérieux. Également le renforcement musculaire, l'accès sur le trail, c'est-à-dire faire beaucoup d'excentriques, travailler en fait toute la partie downhill en fait, vraiment se muscler pour prendre les chocs en descente, beaucoup travailler la pliométrie, beaucoup travailler les chevilles. Et là, cette année, donc je commence toujours avec mon même coach sur route, mais il y a eu un changement là dans les dernières semaines.
et je voulais vraiment me focuser sur la trail, même si, comme j'ai dit, les principes de route s'appliquent en trail. Je voulais vraiment quelqu'un qui soit plus axé sur la trail, en fait, qui me dise, ok, là, faut que t'ailles faire du dénivelé. Si on me dit qu'il y a 3 fois 5 minutes, va les faire en trail, tu peux être sûr que je vais aller les faire sur la route. Mais si on me dit, t'as 3 fois 5 minutes, faut que tu trouves une côte qui fasse tant de dénivelé, bah là, je vais faire l'effort. Donc j'ai changé de coach depuis les dernières semaines. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui ton coach? Alors mon nouveau coach, c'est David Roach. Ah, très cool. Fait que c'est Anne Champagne qui est aussi coachée par David Roach, puis qui prend beaucoup d'athlètes, qui est connu comme étant, je le vois un peu comme un mad scientist, là, un scientifique fou, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le data, beaucoup dans les analyses, puis je pense qu'il accompagne très bien les athlètes, puis pour avoir entendu de ces athlètes sur les podcasts, je pense qu'il est pas, je veux pas dire qu'il est pas aussi exigeant avec ses athlètes qu'avec lui, mais je pense qu'il se sert de sa propre personne comme d'un laboratoire pour faire des choses, puis ensuite, ce qui fonctionne, il l'applique à ses athlètes. Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et aussi, ce que je peux dire, c'est qu'il est beaucoup moins expressif en vrai. Et moi, j'ai trouvé quand on a pu se voir vraiment très professionnel et on arrive facilement à suivre, à discuter avec lui. Et c'est ça. C'est s'il voit quelque chose marche, il va le proposer, mais il reste quand même sur des choses qui sont très simples, qui sont prouvées par la science, utilisées par d'autres coachs. Oui, puis ça fait longtemps qu'il coach, qu'il accompagne beaucoup d'athlètes qui performent très bien. C'est comme nouveau, j'aurais envie de dire que lui aussi performe dans le sens qu'il a toujours été dans les meilleurs Américains, mais il a pas gagné les grandes courses réputées il y a 10-15 ans quand il courait. C'est récemment avec Leadville, avec Western States qui a pas fini comme il voulait, mais c'est là qu'on a comme fait, OK, le dude qui coach plein de gens, qui a un podcast qui est super connu, en plus c'est un des meilleurs coureurs au monde, ça a comme été une consécration pour lui, mais tous ceux que je connais qui l'ont côtoyé, ils disent exactement ça. C'est qu'il y a le personnage, je pense, devant micro, devant YouTube, puis il y a le personnage en privé qui est un coach qui accompagne ses athlètes. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller avec lui? Est-ce que tu as cogné à sa porte? Comment ça s'est passé, ce lien-là? J'en ai discuté avec mes amis. Après, j'ai pris un peu le pouls des athlètes que je connaissais qui étaient coachés par lui. Donc, j'en ai discuté un peu avec Anne. Puis, beaucoup d'athlètes, en fait, que je suis sur YouTube, où je vois un peu sa philosophie aussi. Donc, je savais que je voulais quelqu'un qui se connaît vraiment bien en trail. Je voulais pas quelqu'un que je connaissais personnellement. Tout bête, là, j'aurais pu demander à Sarah, j'aurais pu demander à Marianne, par exemple. Mais pour moi, je voulais vraiment pas quelqu'un que je connaissais. Je voulais pas quelqu'un qui soit en Europe. J'avais pensé, je sais pas, Adrien Séguré, Nicolas Martin, par exemple. Donc, je voulais vraiment quelqu'un en Amérique. En anglais. Alors, pourquoi en anglais? C'est juste pour pratiquer, en fait, tout bêtement. Ça aide à pratiquer facilement quand ton coach il parle en anglais. J'adore, c'est comme un combo Duolingo et coaching. Ouais, exactement. On fait une pierre deux coups, là. Voilà. Et vraiment sa philosophie, les athlètes qui l'accompagnent. Moi, je sais que je suis beaucoup sujette aux blessures. Et je sais que lui, il fait très bien en fait l'entraînement croisé et il le met très bien dans ses entraînements. J'en faisais un peu de l'entraînement croisé, mais pas du tout structuré. Donc c'est pareil. Là, je voulais que s'il me dit que là je fais du vélo. S'il me dit que j'en fais pas, je vais pas en faire, même si dans ma tête c'est facile et il y a pas d'impact. Vraiment quelqu'un qui met du croisé, comme il faut. Et après, toute sa renommée, parce que je trouve ça stylé aussi de dire que je suis coachée par David Roach. J'adore, c'est stylé. Tantôt, t'as dit quelque chose, t'as dit, c'est à Canyons en 2024 que t'as vu ton potentiel, entre guillemets. Je veux pas dire que t'avais pas de potentiel, tu performais très bien au Québec, mais je pense que c'est la réalité de beaucoup d'athlètes québécois de trail, c'est que performer sur une course où il y a un calibre, mais jamais comme une course internationale. Tu sais, une 3e place sur une course québécoise, ça dépend vraiment laquelle, parce que quand tu veux te comparer au meilleur, tu te dis, bon, j'ai fait un podium au Québec, oui, mais c'est-tu le trail du fond du bois qui avait personne, ou c'est le QMT? Là, t'arrives, tu t'en vas à Canyons, qui est un by UTMB, qui est une des courses américaines les plus réputées, les plus compétitives. Tu t'inscris sur le 50, tu vas te chercher un accès pour l'UTMB en terminant 4e. Ça a été pour toi une espèce de consécration, mais plus un éveil de dire, OK, j'ai ce calibre-là, je peux y rêver à aller faire l'OCC puis bien faire. Oui, moi je suis quelqu'un, je pense, quand j'annonce des choses, je suis quand même assez confiante, donc j'avais quand même regardé la start list avant et j'avais un index UTMB par des courses que j'avais fait au Québec, donc j'étais quand même 8e sur la start list et c'était le top 10
qui allait à l'OCC. C'était encore un major en 2024. Donc je m'étais dit, c'est à ma portée en fait de quand même pouvoir faire dans les 10, mais faire 4e, je l'avais pas du tout en tête. Donc ouais, c'était clairement un éveil, ouais. De ce moment-là, tu t'amènes 4e, tu sais que t'as une date avec l'OCC dans 14-15 mois, un peu plus tard. Est-ce que tu as changé ton approche? Est-ce que tu as changé tes choix de course maintenant que tu t'en allais faire l'OCC? Là, tu t'en vas sur le plus gros stage de trail, mais tu as du temps d'ici là. Tu sais, Canyons est une des premières courses qui qualifie pour l'année suivante. Donc, est-ce que tu as adapté tes choix de course pour aller rechercher ce niveau de compétition-là? Je dirais plutôt sur les distances, elle est plus sur le 50 km. Ouais. Parce que je pense que ce que je préfère, ça reste du 30 km, mais aller plus chercher du 50 km. Sur les types de terrain, non, je suis restée au Québec, ça fait quand même beaucoup de voyages si on veut chercher du terrain alpin. Quoique, je suis allée faire Squamish, mais c'est pas du terrain alpin le parcours de Squamish, mais c'était quand même faire un 50 km, faire la clinique du coureur qui reste en 50 km, donc je dirais plus se rapprocher sur la distance, et ensuite j'ai fait beaucoup de up and down dans Mont-Sainte-Anne ou à Harford, vraiment aller m'entraîner sur de la trail, mais l'OCC me faisait très peur. Oui, je me rappelle, on en avait parlé, je me rappelle pas si c'est après le QMT cette année ou après la clinique du coureur, mais comme tu dis, t'étais dans les 30, les 40 kilos. Déjà, faire un 50, c'est une grosse bouchée pour n'importe qui de passer d'un 30 à un 50. Puis après ça, l'OCC, dans les faits, on était censé faire un 55 avec 3000, ce qui est quand même beaucoup plus gros que n'importe quel 50 que tu as pu faire au Québec. Finalement, la veille, l'avant-veille, on a su que ça allait être un 60, qui était finalement un 62, avec beaucoup de dénivelé. Ça te faisait peur, cette distance-là? Oui, ça me la faisait... distance ou la durée? La durée. Course? Ouais. En fait, je dirais la durée de course, mais en fait, finalement, aussi la distance. En fait, maintenant, je me rends compte qu'il faut vraiment prendre en considération les deux. Parce que si on parle, par exemple, du FKT de l'île d'Orléans, en fait, c'est que 4h30 de course. Donc, je pourrais dire, c'est 1h30 de moins que à l'OCC, mais c'était juste horrible de faire de l'asphalte. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération les deux. Ouais. Donc là, j'aurais dit temps et distance. Ouais. Des fois, c'est le changement. Quand t'as beaucoup de montées, beaucoup de descentes comme l'OCC, tu changes le mal de place. Ouais, le FKT de l'île d'Orléans, on pourrait y revenir, mais il n'y a pas plus monotone. Tu te colles sur un pace, puis à part une ou deux petites côtes, c'est plat, puis il faut que tu restes focus là-dessus, puis tu changes jamais, non? Ouais, c'est vrai, mais non, c'était la distance me faisait peur, mais pareil, je me suis dit mon index c'est ça, je suis placée là. Allons-y. Oui, le focus 50 km, oui, aller se préparer tranquillement pour cet OCC là qui arrivait en 2025, mais tu as aussi participé au défi des couleurs l'automne dernier, j'allais dire, mais l'autre d'avant, donc 2024, la première fois que les championnats canadiens ont eu lieu à cet endroit-là. Est-ce que t'adaptes ton entraînement quand on se prépare d'un côté pour du 50-60 km et de l'autre côté pour un vertical, un classique up and down, des efforts d'à peu près 1 heure, si c'est pas moins? Là, honnêtement, non. Pour le défi des couleurs, j'ai fait aucune adaptation spécifique. Pas spécifique. Je pense que faire en fait simplement de la vitesse sur la route, ça permet de développer de la puissance. Donc ça suffit. Et comme j'habite à côté, j'ai eu la chance surtout de repérer le parcours. Mais en 2024, j'y allais vraiment sans aucune attente. Là, c'était voir comment c'était effort 10, effort 21, des choses que je connais sur la route. Donc voilà. Donc, c'est de se mettre dans cette zone-là, puis après ça, est-ce que t'as consulté, t'as parlé avec d'autres athlètes, ton futur collègue chez Brooks, Rémi Leroux, qui en a fait beaucoup de ces formats-là, d'autres, de voir un peu comment doser l'effort? Non, pas du tout. Non? Franchement, j'y suis allée, pas du tout, mais à part aller à bloc et serrer les dents, j'avais pas trop de stratégie. Ça a quand même créé cette première édition-là. Ça a fait beaucoup jaser parce que c'était gros pour le défi de couleur d'accueillir les championnats canadiens. Ça a attiré un pack élite assez exceptionnel. Puis je pense que sur le vertical, le samedi, ce dépassement-là de fin de course que Julian Claros a filmé pour Distance Plus est devenu vraiment, j'allais dire viral. Bon, viral dans nos petits cercles de trail, là. On va pas se dire que ça a pas fait 10 millions de views comme Angine de poitrine en ce moment, mais viralité à l'échelle de notre sport, c'est ce qui est le fun de ces formats-là, c'est le côté spectacle, même pour les fans, parce que, on va se le dire, faut être geek en maudit pour apprécier une captation de la Western States en direct. C'est le fun, mais ça dure
16 heures. Là, dans ce cas-ci, c'est un effort de 40 minutes. Est-ce que tu te rappelles ce moment-là, ce dépassement-là, quand tu l'as vu, puis la ligne d'arrivée, tu devais la voir aussi dans ton angle de vue, vous étiez tout c'est marrant parce que je me rappelle pas tant bien que ça. Quand je vois les vidéos, je suis en mode, mais comment c'est possible? En fait, je me rappelle très bien de la course où, en fait, je suis très vite devant, on sort des escaliers, je suis déjà devant. Et je sais que j'ai une bonne avance, mais je me dis ça va revenir à tout moment. Là, il y a Anne-Marie, il y a Jade, des spécialistes des spécialistes de ce genre d'effort-là. Jade qui m'avait battu à Squamish avant. Anne-Marie, c'est son jardin. Donc clairement, je me suis dit ok, je suis devant, mais jusqu'à quand? Et en fait, quand ils m'ont rattrapé, là, ça a été vraiment le jeu du chat et de la souris. Là, entre nous trois, on faisait que se dépasser. Et arriver en haut, en fait, la fin paraît si proche, mais si loin aussi. On voit à l'arrivée, il y a tellement de monde. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Quand je revois la vidéo, je me dis comment c'est possible que je me remette à marcher pour reprendre mon souffle et après à repartir et juste pas m'arrêter. Je peux pas. C'est ce qui est fou de cette vidéo-là, c'est que la première fois que je l'ai vue, bon, on connaissait l'issue, mais tu fais quelques pas de marche, avec là on se dit est-ce que Elisa est pas en train de lui concéder la victoire, mais je veux dire, c'est un finish, il reste 100 mètres à la course, puis les deux vous êtes au pas de course, tu prends quelques pas de marche et là le turbo embarque, puis tu passes à côté à une vitesse qui est, je veux dire, à l'effort que vous êtes en train de faire, ça fait 40 quelques minutes que vous êtes là, de sortir cette 6e vitesse-là, c'est quand même assez fou, là. Bah, je pense que la marche rapide, donc le power hike, je pense que je suis vraiment forte là-dedans. Ouais. Donc, je vais beaucoup m'économiser à marcher. Et sur d'autres courses que j'ai pu faire, en fait, je peux marcher aussi vite que quelqu'un qui court et je trouve que je m'économise beaucoup plus en marchant qu'en faisant des petits pas de course. Ouais. Donc ça sauve beaucoup, mais je pense que Jade était aussi au rupteur, c'est juste qu'elle a plus l'habitude de faire des petits pas en courant. Ouais. Mais je sais quand même pas d'où c'est sorti là. L'avoir fait une première fois, puis revenir l'année suivante, le saute dans le temps, là, c'est un film de Christopher Nolan en ce moment. Il n'y a pas de timeline, puis j'avance, je recule dans le temps. Mes excuses aux auditeurs qui essaient de nous suivre, mais se préparer pour 2025 en ayant vécu 2024, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Là, je dirais que 2025, je vais peut-être dire encore moins préparée, mais c'était retour des championnats du monde. Donc, en fait, j'étais préparée pour les championnats du monde où j'ai fait ces épreuves-là. Donc, ça a aidé aussi, mais je me suis pas repréparée spécifiquement, mais au moins, je connaissais l'effort. Ouais. Et combien de temps ça a duré, mais j'étais beaucoup moins stressée parce que je pense que je mentirais pas en disant ça, mais la line-up était quand même beaucoup moins importante en 2025, donc j'avais aussi beaucoup moins de stress à me dire je peux y aller entre guillemets plus tranquille. Ouais, mais t'as pu prendre ce relax que je voyais, là, 40 secondes de différence, 40 secondes plus lent en 2025, fait que gros, très relax, là. Oui, après, la compétition emporte et j'étais en tête en haut des escaliers. Je blague, bien sûr. 2025, bon, en se qualifiant en 2024 pour les Worlds, en remportant ces 2 courses, en étant double championne canadienne, tu savais que t'avais les Worlds qui s'en venaient. T'as aussi l'OCC au calendrier qui était 3 semaines avant les Worlds. Comment on planifie une saison en fonction d'un effort de 60 km fin août et d'un vertical classique up and down 3 semaines plus tard? Je pense que le focus, c'est l'OCC. Okay. Évidemment, les Worlds, représenter son pays, j'étais super fière et je me suis beaucoup entraînée, mais je pense qu'on peut je pense que si on s'entraîne pour du long, surtout sur du long alpin, finalement il y en a des kilomètres verticales pendant l'OCC là. Donc il y a le temps de s'entraîner et d'être performante sur du court. Moi qui m'entraîne quand même toujours beaucoup sur la route, je pense que rien que travailler sa vitesse sur la route, un peu comme j'étais pas coachée par David à l'époque, mais moi mon coach me donnait toujours des strides aussi à faire là, donc les faire certes sur du plat, mais aussi les faire en montée parfois, ça paraît tout bête, mais en fait on fait ça 2-3 fois par semaine, ça fait quasiment aucun dommage musculaire et en fait ça peut bien se traduire ensuite sur de la trail. Donc je dirais que juste l'entraînement 60, en fait on peut très bien intégrer du up and down et du vertical dessus. Ah oui, clairement. Je disais championne canadienne, tu as eu 5 titres de championne canadienne, mais jusqu'à l'été, il y avait quand même une question à savoir, est-ce que tu vas pouvoir représenter le Canada au World? Avec quel drapeau tu vas courir? Parce qu'à l'OCC, il me semble que tu avais un drapeau français sur ton dossard.
raconte-nous un peu cette histoire-là qui a dû ajouter quand même un petit stress de savoir, tu sais, t'étais qualifié pour les Worlds dans l'équipe canadienne, pas l'équipe française. Ouais. Bah, c'est sûr que pour les Worlds, dans tous les cas, c'était pour le Canada. Pour courir pour la France, il faut faire le championnat de France, voilà. il faut faire des courses en France. Donc j'avais ma place, c'est ça, pour le uphill, pour le classique, mais aussi pour le trail court, parce que j'avais fait deuxième à Squamish, donc en soi j'avais ma place pour 3 épreuves. Fallait juste que je choisisse est-ce que je fais le court et le uphill ou est-ce que je fais uphill et classique, donc que les épreuves de montagne. Donc pour moi c'était sûr, j'allais au championnat du monde, il n'y avait aucun souci avec le Canada. Bon, il me fallait la citoyenneté. Mais pour moi j'avais largement le temps. Je demande ma citoyenneté en octobre 2025. OK. Non, octobre 2024. Juste après le défi des couleurs. Ouais, c'est ça, juste après, parce que j'avais les jours qu'il fallait, donc je l'augmente dès que possible. Puis pour faire l'équipe canadienne, il n'y avait pas un deadline de ça prend ta citoyenneté avant le 1er avril? Ouais, non, fallait avoir son passeport avant début juin, je crois. OK. Avant début juin. Donc normalement, c'était chill. 6 mois pour la citoyenneté, c'est ce qui était annoncé. Donc en avril, j'aurais dû l'avoir. Je fais les démarches, tout se passe bien, tout avance bien. Je reçois le courriel pour faire la cérémonie. Donc une fois qu'on a fait la cérémonie, il n'y a plus qu'à aller faire le passeport. Sauf que c'est pile quand je pars en voyage pour une course aux États-Unis avec 2 semaines de vacances. Donc c'était déjà prévu. Donc je demande un report de cérémonie. À savoir quand on fait un report, on peut le faire qu'une seule fois là, sinon notre dossier repart aux oubliettes. Et sauf que quand tu demandes un report, tu sais pas quand est-ce que tu vas repasser. Donc mai, toujours rien. Juin, toujours rien. J'en parle à la fédération canadienne, ils me font un papier, je l'envoie à Immigration Canada, ça change rien, mais eux ils doivent quand même respecter leur deadline. Donc en fait ils annoncent l'équipe pour la partie trail, donc le 40 et le 80 km. Donc là je suis pas dedans. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi, je leur explique pourquoi je suis pas dedans, et j'ai la chance qu'ils mettent un délai 1 mois plus tard pour les épreuves de course en montagne. Et là, je pense que c'est un vendredi où il fallait où ils annonçaient l'équipe, où c'était la deadline, peut-être pour les résultats. Et le mercredi, je reçois ma nouvelle cérémonie de citoyenneté. Donc j'envoie directement un mail à Chris qui dirigeait ça pour dire j'ai ma cérémonie dans 1 semaine, donc c'est bon, j'aurai mon passeport. Et donc ils annoncent ça, et c'était je l'avais dit à Nico et toi en aparté pendant le QMT, où c'était en mode on sait pas si elle y va, en fait oui c'est bon. Mais c'était quand même un gros stress de se dire j'avais prévu en plus gros voyage en France, je reste 2 mois en France pour ça, et en fait ça se trouve je vais pas faire les mondiaux alors que j'ai vraiment ma place dedans et que je l'ai annoncé partout et que tout le monde le sait. Oui, puis je veux dire, t'as ta place pas par le CV, puis j'en vois pas un diminutif, c'est que t'es as gagné, fait que si tu te retrouves pas dans l'équipe, les gens font elle les a gagné les courses, pourquoi elle est pas là, alors que on peut se poser des questions sur certains athlètes. Voyons, il a pas été pris via le CV. Bon, après ça, c'est un jury qui vote, ou je sais pas comment ça fonctionne, mais dans ce cas-ci, t'as gagné 3 des 4 courses, fait que t'as un peu ta place là. Ouais, donc finalement... tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Donc t'as couru l'OCC pour le drapeau français. En fait, c'est que l'OCC, à la base, mon profil UTMB est pour le drapeau français. J'ai changé mon profil UTMB pour le drapeau canadien, mais largement avant l'OCC. Je pense juste qu'ils ont imprimé les dossards avant. Ah, c'est ça. Donc, en fait, sur Live Trail, j'apparais avec le drapeau canadien. Je me rappelle parce que je réécoutais par après, parce que j'ai pas pu l'écouter pendant, parce que j'étais aussi dans la course, loin derrière. Mais c'est ça, c'est qu'il y avait comme une confusion dans même les speakers et tout de, là, sur Live Trail, t'as drapeau canadien, français, bon, elle est franco-canadienne. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est juste pour, là, on représente pas un pays. Oui, c'est ça, exact. Il y a pas d'enjeu là-dessus. Pour nous, là, pour l'OCC. Voilà. Parlant de l'OCC, c'était quand même, une grosse épreuve, plus longue que prévu, mais après ça, quand on compare les chronos avec les années précédentes, c'était pareil. Pas tant de différence, c'est qu'il y avait plus de kilomètres, plus de roulants peut-être, parce que moi, on s'était fait dire, vous allez voir l'OCC, c'est quand même technique par portion, on n'était pas là. Par contre, tantôt tu parlais des kilomètres verticaux qu'on avait pendant la course. Moi, je pense que ça m'était jamais arrivé dans une course d'avoir un double KV consécutif, parce que j'ai fait la CCC, c'est plus 1000, moins 1000, plus 1000, moins 1000, plus 1000, moins 1000. Ça fait mal, mais tu te promènes entre 1500 et 2500 d'altitude, là, dans ce cas-ci. Comme les conditions, il annonçait des conditions exécrables, des orages électriques, ce qu'on n'a rien eu, là. Je pense qu'on a eu 1 heure avec de la bruine, puis c'est tout. Mais ils nous ont protégés, fait qu'ils nous ont envoyés dans les vallées bien profondes. On est descendu à du 300-400 mètres d'altitude, ce que je savais pas qu'il était possible dans les Alpes. Et, rendu en bas, on monte. Puis on monte. Puis on monte. Puis on se prenait 2500 des plus d'une traite.
Comment t'as vécu ça? J'avais pas regardé le parcours de repli, je pense. Parce que sinon, en fait, l'OCC, ça aurait dû être 1000. Ouais, fait. c'est ça, C'était la flégère qu'on fait pas à la fin. Exact. C'est pour moi la partie la plus technique. Ouais. Je l'ai fait en montée. Et oui, elle est un peu plus technique. Mais non, le double kilomètre vertical, ça m'a achevé. Moi, on l'a appris le matin même, en sortant dans l'autobus. Ça m'a vraiment achevé, surtout qu'en plus, c'est ça, on fait le premier, la première partie, puis après le premier 1000, où en fait, je me suis dit, ok, là, ça redescend, parce qu'en fait, on redescend un petit peu de 300 pour arriver à Trian. Ouais. Moi, mi-course, 30 km, c'est bon, moi, j'ai fini ma course, je suis bien, là, je suis top shape. Et là, ça repart en montant jusqu'au col de Balme. Là, c'était c'était horrible. Moi, je me rappelle de Trian quand j'ai fait la CCC. Pardon. On descendait jusqu'à Trian. Là, on arrive, puis on monte pendant 1000 et on arrive à Trian. Et là, ravito. Et on repart pour un autre 1000. Puis, changement de température. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des changements de température dans les Alpes, mais là, quand tu pars dans le fond de la vallée, il faisait quand même assez chaud, très, très humide. Puis là, en haut, c'était quand même très froid rendu au col de... C'est le col de Balme? Ouais, col de Balme, ouais. À 2006, c'est très froid. Mais parlons de la course de manière générale. T'es arrivé là, tu t'en allais passer 2 mois en Europe. Est-ce que tu avais reconnu le parcours? J'avais juste fait la montée de la Flégère. OK. Et un petit peu autour d'Argentière, parce que c'est là où j'en avais notre logement. Okay. Mais c'est tout, parce que je pense qu'on arrivait 2-3 jours avant 2-3 jours avant la course. Et le matin de la course, comment tu te sentais? Bien, surtout que entre guillemets, grâce au parcours de repli et aux conditions météo qui finalement étaient bonnes, on est parti à 10h. Ouais. Donc ça, je pense que ça a quand même fait plaisir à tout le monde là de pas partir à 8h parce que les navettes sont extrêmement tôt. Oui, c'est ça, c'est que les navettes, on s'entend, c'est quoi, 45 minutes de route entre Chamonix, mais une route de montagne en autocar. Puis il faut qu'ils calculent, chaque autocar fait au moins 2 allers-retours parce que c'est 2500 participants. Je veux dire, au début, quand le départ était à 9... 8h. 8. Je pense qu'il y avait des navettes. Il y avait des navettes à 4h30, là. Ça, c'est horrible. Quand t'étais aux ouches, là. C'est parce que t'arrives à 5h30. Oui, c'est ça, en fait. Le départ est à 8, je comprends là. pas comment ils font ça. T'arrives à 5h30 puis t'attends dans le froid et... Exact. Mais donc, 10h, ça, c'était cool. Là, je me sentais bien. Bon, je pense que j'avais pas du tout anticipé la distance et le dénivelé négatif, on va dire. Ouais. Maintenant, je me sentais bien. Je prends un départ que je qualifierais de prudent. Là, je suis pas la tête de course. Là, je suis avec Sarah un petit peu au début. Okay. Le rythme est bon, mais je pense que je dirais pas que je suis partie trop vite. Je pense juste que j'avais pas des jambes pour autant de dénivelé négatif en fait. Ouais, c'est ça. Les quads, tu les as bien sentis. Ouais, et j'ai eu des énormes crampes. Pendant les 3 dernières heures, en fait. Ah ouais? En fait, quand on a commencé à descendre le col de Balme. Oui, puis après ça, c'est que c'était une descente jusqu'à la fin. Descendre jusqu'à la fin. Puis oui, je descends jusqu'à la fin, mais tu sais, quand on arrive au dernier village avant, il reste comme un 7 kilos Argentière. J'ai marché cette montée. C'est vallonneux, c'est plus du vrai dénivelé comparé au reste de la course, mais on est sur un petit single track, on se promène sur des terrains de camping, puis monte, descend, un peu plus, je vais dire technique, pas comparable à ici, mais comparable au reste de la course. Oui, il y avait plus de racines. Puis c'est long. C'est une longue portion, là. Ouais. C'est interminable. À quel moment t'as sécurisé, disons, ta position, parce que t'as terminé officiellement 9e, mais pendant la course, t'as terminé 10e. Bon, il y a eu une petite disqualification à l'avant du pack. Je l'ai surtout désécurisé, parce que... Ah oui? J'arrive quand même 6e à Trian. OK. Puis dans le col de Balme, je pense que je suis en haut du col de Balme, je suis 9e. OK, c'était la montée vers Balme qui a été rough. Ouais, la montée vers Balme qui était vraiment rough. Mais après, quand je vois les filles qui m'ont doublé, je me dis... Ouais, en fait, c'est logique qu'elles finissent devant moi quand je vois ce qu'elles font aux mondiaux, par exemple. Je pense que c'est logique. Donc, je dirais que je pense que je l'ai sécurisé peut-être à Argentière quand j'étais encore 9e. Je me suis dit, OK, même si j'étais vraiment pas bien. Ouais. J'allais peut-être qu'en fait, je l'ai sécurisé même quand Jasmine m'a doublé. Parce que j'ai pu essayer de m'accrocher à quelque chose. Ouais, là, donc là, on est 19 et on finit à 30 secondes, même pas d'écart. Donc, je dirais à Argentière. Mais après, c'est vrai qu'on connaît pas les écarts. En fait, on sait devant, mais on sait jamais derrière. Quoi. Puis quand je parle de compétition avec des athlètes féminines, il y a toujours le fait que vous êtes vous êtes à travers le peloton masculin. Tu sais, souvent, les têtes de course masculines sont, mettons, le top 5, le top 10, c'est qu'il y a des hommes en avant. Donc, le gars qui est 9e, qui veut sécuriser sa place, il regarde derrière s'il y a quelqu'un qui s'en vient. Puis parfois, c'est Elisa, Courtney ou autre qui dépasse.
mais la plupart du temps, dans le top 10 sur les grosses courses compétitives, il n'y a pas ça. Vous, il y a la réalité que votre top 10 féminin est mélangé à travers le top 15, 20, 30 masculin. Donc, quand tu regardes derrière, à la vitesse où tu vas, tu sais pas. Est-ce que c'est un souci quand tu cours est-ce que tu poses un regard derrière ou tu te concentres à juste avancer le plus que tu peux? Non, je regarde rarement derrière. Okay. Là, c'était vraiment juste avancer parce que j'avais tellement mal aux jambes que je voulais juste avancer. Mais j'avoue que dans la dernière partie, donc on part d'Argentière, je croise Nico, il me dit ouais, là il reste juste une montée. Oui, c'était pas beaucoup, hein, mais clairement je l'ai marché. Ouais, en et là, gravel. Je me retourne et je vois que c'est Jasmine. Enfin, en fait, je sais pas que c'est Jasmine, mais je vois que c'est je vois que c'est une fille qui court. J'étais en mode, moi je peux pas courir. Puis elle me double, mais je pense que ça m'a aidé. Okay. Ça m'a aidé pour relancer. Avec elle? Ouais, c'est ça. Exact, ça m'a quand même aidé pour relancer, ouais. Est-ce que faire un top 10 à l'OCC, ça change quelque chose? Dans le sens que, oui, bon, il y a la cérémonie le lendemain, les podiums et tout ça, mais concrètement, t'as-tu senti quelque chose? Ouais, j'ai quand même senti je dirais sur les réseaux, peut-être plus d'abonnements, okay. Un peu plus de sollicitations médias. Okay. Ils gossent eux autres, pas sortis du bois, Distance Plus, qui veulent les entrevues. Ouais, mais ça c'est comme des amis, donc c'est pas. c'est les autres le problème. Ouais, c'est. Non, mais quand tu vois qu'il y a une publication de Renix qui est fait sur toi, je pense que cette vidéo, dès que je la regarde, dès que quelqu'un remet un j'aime, même maintenant je la regarde, je sens pleurer. Parce qu'ils mettent toute la scénographie autour là et c'est oui, puis t'as un peu la surprise dans ce top 10 là, parce surtout qu'ils mettent première française parce que même eux ils le voient sur le dossard, ils le voient pas sur l'appli, mais ils avaient, je pense, mieux fait leur recherche. Oui. Que oui, je suis quand même t'es française, t'es bel et bien française, c'est ça, mais c'est le fait aussi que dans le top 10, c'était tous des noms qu'on connaissait dans le trail. Nous, au Québec, on connaît ton nom, mais à l'international, tu sais, je pense pas qu'une 4e place sur Canyons, les médias français qui suivent le trail, je suis pas sûr qu'ils s'intéressent à Canyons. Non, mais c'était vraiment drôle pendant la course parce que les gens regardaient vraiment mon dossard. Et j'étais en mode, Morin, avec un drapeau français. Et genre, tu sais, j'ai croisé Madalina avec Greg et vraiment regardé en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qui non, mais c'est vrai, non, mais qui est cette personne? Enfin, plein de coachs et tout, des gens des marques, qui regardaient, ok. Ouais. Puis est-ce que t'as senti, parce qu'à ce moment-là, l'année passée, t'étais commandité par, j'étais avec une un compagnie magasin. de vêtements. Ouais. Mais t'avais pas de sponsor principal, disons, de chaussures et tout. T'as-tu senti dès le lendemain qu'il y avait de l'intérêt pour ça ou non? Non. Okay. Non, ça, je pense que si tu fais pas 1, 2 ou 3, ça intéresse pas plus. Ouais, ça intéresse pas plus. Même si là, 10, ça reste qu'on est sur le podium de l'UTMB, on est sur le podium avec tout le monde, mais je pense que si tu fais pas 1, 2, 3, ça intéresse pas. Là, ça met pas assez en avant. Surtout que c'est l'OCC, donc c'est la plus petite, même si les performances sur un 50, c'est juste délirant là. Puis je pense que cette année, si je me trompe pas, je me rappelle quand on avait parlé avec Nico, Dan et Fréret, c'était là où il y avait le plus de profondeur de compétition parce que sur les très longues distances, la plupart des athlètes faisaient les Worlds. Ouais. Mais je pense que le combo 50 Worlds et 50 OCC puis Worlds 3 semaines plus tard se fait. Mais tu sais, je veux dire, Jim Wamsley, il allait pas faire l'UTMB. Là. Mais les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte de ça. Ça sera toujours la course au plus long là, même si en fait juste regarder les index, un 8, un 900 sur du 50, c'est aussi impressionnant qu'un 8 900 sur du 100 ou sur du 100 miles là. Clairement. Donc mais non, ça n'est pas. Après je pense que ça fait pas faire un gros boom parce que je cherche forcément. Oui. Je veux pas mettre plein de choses en avant non plus là. Non, c'est ça. Je comprends. J'ai envie qu'on parle des Worlds, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire puis on se parle de l'autre côté. Il y a un truc que les coureurs sous-estiment souvent au printemps, la sueur. En hiver, le froid cache souvent le problème, mais quand les températures remontent et que tu repars fort après des mois d'entraînement en hiver, tu sues. Si tu t'entêtes à utiliser du coton qui absorbe tout sans sécher, tu t'arranges pour être inconfortable, les cuisses qui frottent, une odeur qui reste, bref, on veut pas ça. Ce qu'il te faut, c'est des tissus techniques qui évacuent l'humidité, qui bougent avec toi, puis qui restent frais même après plusieurs heures d'entraînement. C'est exactement ce que tu vas trouver chez Altitude Sport. Des shirts techniques, t-shirts qui respirent, brassières de sport, casquettes légères,
tout pour courir au printemps sans penser à ce que tu portes. Altitude Sport, c'est une entreprise 100% canadienne basée à Montréal avec plus de 400 marques premium. Tu commandes en ligne, livraison le lendemain partout au Canada, puis le jour même à Montréal. Retour facile, pas besoin d'imprimante. Fait que va sur altitudesport.com et utilise le code pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Toutes les conditions sont dans la description de l'épisode. Québec Méga Trail approche, puis l'édition 2026 promet d'être vraiment spéciale. Je pourrais te vanter la beauté des parcours puis te parler de la difficulté de la Mestachibo, mais ce serait de tourner le fer dans la plaie parce qu'il n'y en a plus de dossard pour l'édition 2026. Ben non, je m'adresse à celles et ceux qui ont déjà leur dossard ou qui vont participer comme bénévoles, comme crew, comme pacer ou comme spectateurs. Si t'as pas encore trouvé où t'allais dormir puis que la banquette arrière de ta Civic attende pas, mais sache qu'il reste encore de la place pour le camping du QMT. Mais niaise pas, déjà plus de la moitié des spots ont trouvé preneur. Faut réserver avant le 28 juin, puis si j'étais toi, ben j'attendrai pas. Toutes les infos se trouvent sur le site du QMT dans la section hébergement. Je rappelle que le Québec Méga Trail va faire vibrer Charlevoix et la Côte-de-Beaupré pour une 14e édition du 2 au 5 juillet prochain. Pour toutes les infos, ça se passe sur le ultratrailcanada.com. On est de retour avec Elisa Morin. On vient de parler de l'OCC. Plongeons dans les Worlds parce que c'est toute une expérience, je pense, que vous avez vécue. Puis je pense que j'ai pas parlé avec des athlètes canadiens qui étaient aux Worlds depuis. Au-delà des courses dont on va parler, j'ai envie qu'on parle de cette ambiance-là parce qu'il y a quand même quelque chose qui... une fierté supplémentaire, j'ai l'impression, de compétitionner pour soi, parce qu'on aime se dépasser, mais de compétitionner pour une équipe, de compétitionner ensemble. C'était quoi ce mood-là d'équipe canadienne quand tout le monde est arrivé dans les Pyrénées? Ouais, bah là, comme tu dis, je pense que c'est vraiment pour compétitionner pour son pays, là, représenter son pays, représenter son maillot. Moi, je suis arrivée, comme je viens de France, je suis arrivée avec mes parents quelques jours avant, mais il y avait déjà une bonne partie des coureurs de Colombie-Britannique notamment qui est arrivé une semaine avant et qui avait loué une maison. Donc déjà on voit que là il y avait vraiment un esprit d'équipe. On a pu faire une soirée tous ensemble dans leur maison, donc tout le monde apprend à se connaître, surtout le côté Québec francophone et tout ce qui est Ontario, Alberta, Colombie-Britannique anglophone. Donc vraiment tous apprendre à se connaître, même si on avait déjà un groupe WhatsApp pour parler tous ensemble. Donc on sentait vraiment qu'il y avait un vrai esprit d'équipe. Et ensuite on se retrouve à l'hôtel pour la course. Donc on partage nos chambres avec un athlète à chaque fois. Mais on se retrouve tout le temps pour les team meetings, pour les différents repas, pour aller faire des jogs autour de la piscine. Donc il y a vraiment un vrai esprit d'équipe. Ce qui était bien, donc moi qui faisais le uphill classique, vraiment uphill, c'était la première épreuve le jeudi, et là tout le monde était là. Ouais, tout le monde était là sur la montée, sur la surtout fin. la compétition, c'est facile d'être sur le parcours. Oui, c'est facile d'être sur le parcours. Ils se mettent tous en haut. Il y avait des gondoles pour monter en haut. Donc après, tu redescends un peu sur le parcours. Et tout le monde était là, même si des gens que tu connais depuis 2-3 jours, c'est bon, ils connaissent ton prénom et ils t'encouragent. Donc c'était, il y a pas beaucoup de spectateurs. Il y a surtout, en fait, les équipes qui sont là et quand même un certain nombre de parents, je dirais. Il y a quand même beaucoup de parents de n'importe quelle nationalité, mais c'est surtout les différentes équipes qui sont là. Donc vraiment une super ambiance. C'est vraiment, tu cours pour ton maillot. Enfin, moi j'ai vraiment pas fait une bonne course sur le uphill. Ça a été plus difficile cette course-là. Qu'est-ce qui a expliqué ça, tu sais-tu? La pression. Ah ouais? En fait, c'est que j'ai été désignée par l'organisation pour être sur la ligne de départ devant. OK. Donc j'étais sur la ligne de départ, sur la vidéo, j'étais entre Nina et Anna. Donc entre la première et la troisième. Et je sais pas pourquoi ils m'ont mis là. Peut-être parce que les résultats OCC ou je sais pas, mais ça a rien à voir avec du vertical. Genre moi j'avais juste fait 2 verticaux au Canada, j'ai jamais fait de skyrunning, j'ai jamais fait de WMRA, donc je sais pas ce que c'est du vertical. J'ai aucune vraiment référence dessus. Et je pense qu'ils m'ont mis devant, du coup pas le choix de partir vite. Et moi je pense que je suis partie trop vite et j'ai juste fait ça a cassé. Ça a cassé alors que j'avais reconnu le parcours et je me suis dit ça va, ça passe bien quand même, ça se court tout du long. Je pense que là j'ai moins couru, peut-être que quand je courais plus vite. Je suis quand même allée plus vite que pendant Marocco, mais j'ai fait que subir toute la course, c'était vraiment horrible. Mais arrivé là-haut,
quand j'apprends qu'on est 3e par équipe, là, tout va mieux tout d'un coup. Tout s'est évaporé parce même que... si c'est pas grâce à moi. Non, mais ça reste que c'est la performance de l'équipe. Ça reste puis que c'est le premier podium en championnat mondial de trail ou de course en montagne de l'histoire du Canada. Podium par équipe. Ouais, c'était fou. Et l'ambiance là-haut, là, avec, justement toute l'équipe qui nous félicite, puis après la cérémonie le soir. C'est vraiment, une ambiance particulière où on est, entre athlètes, vraiment. Je dirais qu'on est, c'est un peu ça qui est dommage, c'est que c'était quand même assez éloigné. Là, ce qui était dommage, c'est que toutes les épreuves sont à Canfranc, mais tout le village un peu, c'est à Raqqa, plus d'autres villes autour. Donc en fait, on pouvait pas. C'était quand même pas facile d'aller sur l'endroit des courses. Heureusement qu'il y avait beaucoup de parents qui pouvaient faire des allers-retours parce que sinon les navettes de l'organisation c'était pas le mieux. Mais c'était quand même bien. Et je pense que c'est amené encore à être plus gros parce que cette année il y a vraiment beaucoup de grosses têtes d'affiche en termes d'athlètes. Là. Ouais. Je pense que c'était. J'ai l'impression qu'on va regarder ça dans 10 ans, dans 15 ans, puis on va se dire Canfranc a été un peu le point tournant parce que c'était déjà un immense niveau de compétition, que ce soit en Thaïlande ou en Autriche. Ouais. Mais médiatiquement, puis je pense que Nicolas Fréret en a déjà parlé, je sais pas si c'est devant le micro, fait que je veux pas le mettre dans la merde, mais je pense que médiatiquement, c'était plus difficile pour les médias d'y accéder, mais déjà, le niveau de compétition a fait que naturellement, les gens s'y sont intéressés encore plus. Puis, on l'a vu cette année, les plus gros pelotons étaient là. Puis, ça enlève absolument rien aux gens qui étaient à l'UTMB. Mais sur les longues distances de l'UTMB, plusieurs athlètes manquaient parce qu'ils avaient choisi les Worlds. Qu'on n'a pas vu souvent. Souvent, quand les dates sont proches, les athlètes choisissent l'UTMB. Cette année, ils ont choisi les Worlds où la France leur a demandé de choisir les Worlds. Que la France n'était pas la seule aussi. Hein. On a parlé de la France, mais ça m'étonnerait pas que ça soit pas la. Je pense qu'il y a d'autres nations qui ont demandé la même chose oui, puis par à leurs choix athlètes. Personnel, tu te dis 3 semaines avant, je vais-tu faire 170 km sur l'UTMB pour faire le championnat très long, tu sais. Je pense pas. Je pense pas que c'est recommandé par aucun professionnel. Mais ça demeure qu'il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt pour ces courses-là. Puis je pense que la destination aidait aussi. Tu sais, visuellement, les suivis de course étaient exceptionnels. Là, moi, j'écoutais ça. Puis les shots de drone dans les Pyrénées, c'était magnifique. Là. Fait que là, t'avais le vertical la première journée, le uphill, une journée de congé. 2? Ouais, c'est vrai, le trail long. C'est vrai. Donc, t'avais les 2 longues distances. Ouais. Les 2 épreuves trail. Et ça se terminait avec le classique up and down. Ces 2 journées-là où t'as eu une journée difficile sur le uphill, mais vous avez eu le podium par équipe. C'était quoi ton état d'esprit pour ces 2 journées de break-là? Je vais dire me remobiliser, mais je pense même pas. Là, en fait, profiter avec l'équipe, encourager l'équipe. C'est vraiment aller sur place et juste encourager l'équipe, profiter de l'événement, profiter de l'expérience. Me reposer aussi là, me faire masser, courir, délier les jambes, mais je préférais même limite juste être debout toute la journée, aller encourager tout le monde. Là, c'était vraiment vivre l'expérience. Okay. Ouais. Matin de classique up and down, comment tu te sentais? Je me sentais bien. J'avais envie de mieux faire. Je savais que je pouvais mieux faire, que le terrain était beaucoup plus pour moi parce que je préfère le uphill et surtout que le up est pas très long, genre c'était 2 fois 350 mètres, extrêmement roulant. Ouais, c'est ça. Donc tu cours tout le temps, mais aussi que c'est que ça peut aller très vite aussi. C'est un parcours pour toi. Hein. Ouais, oui, après je pense comme beaucoup de coureurs de et là je pense comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au temps sur route sur demi-marathon, je pense que c'est les premières elles sont ça en 70, 71 sur demi, donc ça va extrêmement vite. Mais ouais, là j'étais pas devant, donc c'était très bien de pas être tout devant. C'est parti extrêmement vite. J'ai laissé partir. Après, je dis à chaque fois, j'ai laissé partir. Je pense que j'étais déjà dans le top 10 dès la première montée, mais j'ai laissé partir et je m'étais dit, je marche pas. On peut toujours se dire on marche là, mais je me dis non, je marche pas. C'est que 2 fois 350 mètres là, tu ne marches pas. J'ai pas marché, j'étais très contente. Je montais bien, je me suis fait un peu doubler par 2-3 personnes, puis très vite, je pense, je suis arrivée en haut, j'étais en dehors du top 10, je pense. J'étais peut-être 12-13. Puis en descente, j'ai lâché le cerveau pour la première descente. Et là, j'ai pris 2-3 personnes. Okay. Et après, j'ai gardé ma place. Et je rattrapais du monde un peu en montée. Je pensais doubler en descente, mais en fait, c'était une fille que je rattrapais, c'était une Ougandaise. En fait, en descente, elle fait 2 virages, j'ai fait au revoir. Non, je la rattrapais dans la partie vraiment un peu plus technique de la descente, ça tournait beaucoup. Puis dès qu'on a pris un chemin de 4 roues, je fais au revoir. Ouais. Je descends pas à 3 du kill. Ouais, c'est ça. Il a été fort cette année, les Ougandais. Là. En général, les Kenyans ont toujours été forts en trail, mais
j'avais pas souvenir d'une domination aussi grande des Ougandais qui étaient vraiment, vraiment solides sur tous les plats. Ouais, solide d'être en métaspeed sur du trail. Hein. Ouais. C'était ASICS Metaspeed full carbone. Ah ouais. Ouais. Mais non, j'étais je pense que j'avais envie sur cette course là. Je me sentais bien et j'ai pas lâché. J'ai poussé jusqu'au bout. Jusqu'au bout vraiment. Mais c'est sûr que quand il y a eu j'allais dire contre-performance, si, une journée difficile, tu dois dire Blush to World, c'est la dernière journée. On donne tout parce que il y a pas de lendemain, alors que le uphill veut pas. T'as quand même le concern que 2 jours plus tard, il y a une autre course qui s'en vient. Là, c'est les Worlds, c'est les championnats du monde, t'es là, il y a une seule chance, fait qu'on y va à fond. Ouais, il faisait beau, en plus, c'était genre 10h ou 11h le départ, là. Ouais. Donc, dernière journée après cérémonie de clôture, mais non, je suis contente. En plus, je m'étais plus fixé un temps, me dire, ok, ça va durer 1h15 à peu près, je fais 1h15. Ouais. Quasiment pile. 1h15 de souffrance, quand même pas si pire dans le meilleur perspective. Il y avait tellement de monde, tout le monde avait fini leur épreuve, sauf ceux qui couraient le classique. C'était fou, les encouragements, là. Et c'était marrant, je pense, j'ai beaucoup encouragé par des pays anglo, que ce soit l'Afrique du Sud, par Tony, elle a même parlé avec ma mère. Ah ouais? Ils étaient dans le même hôtel que mes parents. Et ils ont même parlé ensemble, je te dis, t'as de la chance. Ouais, c'est ça quand même, hein. Et même les Américains aussi qui encourageaient beaucoup le Canada. Ah, c'est cool. Vraiment, il y avait beaucoup d'encouragement. Mais même tous les pays, en fait, sur le classique, c'était fou parce que comme c'était vraiment accessible depuis le lieu de la compétition, il y avait du monde partout. Il y avait du monde vraiment à l'intersection des 2 boucles, mais sinon il y avait du monde partout dans la montée, la descente. Wow. C'était fou. C'est le fun comme ambiance, hein. Ouais. Moins possible sur le 80 km dehors du monde, partout sur le parcours. On pourrait dire que la saison se termine là, puis ça s'est pas terminé là pour toi parce que tu as eu un gros automne de retour au Québec. T'as fait le demi-marathon de Québec, t'as fait le défi des couleurs, t'as fait le FKT l'île d'Orléans. On n'est pas obligé d'entrer en détail dans chacune de ces épreuves-là, mais comment s'est passé ton automne de manière générale? Intense. Ouais. Fatigant et en y repensant, je pense que j'en ai trop fait. Ouais. Ou j'aurais pu faire la même chose mais moins intense, on va dire. Okay. Défi des couleurs, ça j'aurais pas fait moins intense. Là, c'est quand même un championnat canadien, c'est important. Ouais. Demi de Québec, je le faisais parce que c'était à la maison, c'est toujours cool de le faire. Il fait beau, je connais plein de monde. Belle représentativité quand même de nos traileuses sur le demi-marathon de Québec parce que t'as fini première, Mélodie Gilbert deuxième. C'est quand même très cool. Ouais, c'est quand même très cool. Vu les personnes inscrites, je pensais bien gagner, mais je me prends toujours au jeu et à chaque fois je me dis ok, je pars avec l'autre fille qui me suivra ou que je suivrai. Puis j'accélère à la fin. Ouais. Mais en fait non, j'accélère toujours beaucoup trop tôt et finalement je me retrouve à courir plus vite que ce que j'aurais pu pour toujours j'aurais pu courir 2 minutes plus lent et j'aurais quand même gagné et peut-être que j'aurais été moins pété après parce que c'était 1 semaine après le défi des couleurs. Là j'aurais rien changé au défi des couleurs. Je me suis quand même préservée là. Oui, c'est ça. Est-ce que la récup a été quand même rough du back-à-back du samedi dimanche défi des couleurs puis d'avoir 4 jours 5 jours pour s'en remettre? Je pense que ça a été, je pense que mes jambes commencent à être un peu habituées. OK. Mais je pense que le FKT la semaine juste après ça a été c'est l'événement de trop. C'était back à back. En fait, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Le FKT le tour de l'île d'Orléans, pas forcément FKT. Je savais pas quand le faire, c'est juste que là la proposition de Stéphanie, c'était juste le moment parfait en fait d'avoir une organisation autour, son ravito qui est pris en charge, etc. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Peut-être que ça se trouve je l'aurais jamais fait si finalement il n'y avait pas eu ça. Donc je regrette pas non plus de l'avoir fait, mais je pense que c'était un peu trop. Ouais, c'est ça. J'aurais été pas obligée de le faire aussi vite non plus. Exact. C'était pas du tout ça le timing qui était prévu. Parce que t'as retranché. C'était pas ça la stratégie. T'as retranché une grosse heure et demie sur le FKT féminin. En fait, t'es sous le précédent FKT masculin. Tu sais, Jeff Cochon a eu les 2 derniers temps de référence. T'es sous son premier temps de référence. À quelques minutes de son temps qui trône toujours de 4h24. Mais je tiens à le mentionner parce que cet événement-là avait été organisé par Stephanie Simpson avec Possible Attitude. Puis vous étiez une 12aine de femmes. J'ai reçu Maxime Raté. En fait, je pense que c'est elle, la dernière, qui était assise à cette place-là, qui avait été là. Vous étiez plusieurs. Il y avait Mylène Sans Souci qui, dans le cadre de l'événement, avait décidé de le tenter, le record, en mode unsupported ou self-supported dans son cas. Mais bref, tu te ravitailles avec dépanneur, mais sinon... Elle avait tout sur elle, là. Elle avait tout sur elle.
Puis, comme c'est dans le cadre d'un événement, elle a battu le record qui appartenait à, est-ce que c'est Laurie Girard qui avait le FKT en fait en autonomie? Puis comme c'est dans le cadre d'un événement, son temps a comme été flagué. Les FKT font des vérifications. Fait, je pense que c'est même eux-mêmes qui font des vérifications. Je pense pas que c'est quelqu'un qui qu'ils ont vu que c'était le même événement que moi sur le c'est la même date, fait que peut-être qu'ils ont vu. Puis je pense que c'est une nouvelle règle FKT. On resserrait un peu les règles de l'autonomie. Maintenant, le self-supported, tu peux même pas... dans le temps, tu pouvais faire un self-supported puis avoir des gens qui te suivent à la caméra pour faire un film. Maintenant, c'est non. S'il y a quelqu'un qui contribue, ne serait-ce que par t'encourager, c'est trop. Fait que Mylène ils ont quand même donné le FKT avant toi, puis après ça, ils ont mis ton temps. Fait que bref, son temps est reconnu. Elle a eu le FKT pendant 1 seconde parce que ton temps est la même journée. Et récemment, la semaine passée, elle l'a refait. Puis là, elle l'a pas fait self-supported, genre je me laisse un drop back dans un buisson. Elle l'a fait unsupported. C'est déjà ce qu'elle avait fait en fait. Elle avait déjà tout l'eau sur elle et tout. C'est fou là, partir pour 67 km. C'est fou, mais quand tu penses à Mylène, en fait, qu'on en avait parlé pour le Tour de l'Air, elle était en mode j'avais une sortie longue à faire, j'avais 5 heures à faire. Donc en fait, pour elle, c'est comme une sortie c'est ça. Banale là, c'est impressionnant. Puis avec l'expérience de trail, je pense partir avec 10-12 livres sur le dos, peut-être pas 10-12, mais je veux dire, traîner 2,5 litres plus ta nutrition pour 67 km, c'est pas... c'est facile, elle est habituée. Elle est habituée, mais je pense que c'est pas... exact, mais je trouve ça le fun qu'elle l'ait refait parce que je trouvais ça dommage. Après ça, c'est des règles, puis c'est la vie, puis elle peut pas le savoir, mais qu'elle ait resserré les règles, puis que justement, qu'elle le fasse en autonomie, mais qu'il y ait en même temps un autre événement. Tu sais, je pense qu'elle a... Je veux dire, mettons, elle est passée à une place puis les gens ont applaudi, c'est pas ça qui change absolument rien de ton effort, mais bref, ça a été flagué, ce sont les règles, et qu'elle le refasse cette année, je trouve ça vraiment très cool, donc je voulais le mentionner, mais de le faire 2 semaines après le défi des couleurs, 1 semaine après le demi, c'était trop? Je pense que c'est plutôt oui, c'était trop par la distance là, parce qu'en fait moi j'ai pas du millage pour faire autant de kilomètres là. C'est fou parce que pareil, je m'étais dit ok, ça va être 5 heures et moins. J'ai déjà fait ça là, 5 heures et moins, sauf que 5 heures et moins je marche. C'est ça, c'est que là c'est l'asphalte, ça tape. L'asphalte, ça reste pareil, même si c'est magnifique de faire le tour de l'île, mais qu'est-ce que c'était très dur la fin. Le retour était extrêmement dur. Je regrette pas de l'avoir fait. T'avais des pacers, t'avais l'équipe autour? Non, j'avais pas de pacers. T'avais pas de pacers, je pensais en fait, Benoît m'accompagnait. C'était pas mon pacer. Ah, ok, je pensais qu'il devait pas te pacer. Parce que je lui retire rien, mais je cours plus vite que lui. C'est dit Benoît. C'est juste qu'il s'est dit, vas-y, je viens samedi. Et non, c'était pas du tout mon pacer. Ah, ok, je pensais que c'était ton pacer. Non, c'était vraiment m'accompagner. C'est juste qu'on n'a pas du tout respecté la stratégie. Ah, ok. À la base, je m'étais dit, 5 minutes du kill, ça va être easy. Tu te colles sur 5 minutes. C'était genre 5:30, je pense, le record. Fait que tu te colles sur 5 et tu serres les dents quand ça fait mal. Plus parce que même Mylène était plus vite que ça. Puis, la nouvelle stratégie, c'était, on part pour que Benoît qu'on passe au marathon, il fasse son record. Ok. Sachant que son record était en 2h54, je crois, donc c'est plus 5 minutes. Ouais, c'est ça, on est très loin, là. Non, le but c'était de faire moins de 3 heures, je pense. Mais 5 minutes du kill, ce marathon, c'est 3:30. Ouais, c'est pas... Vous étiez vraiment très Non, je pense après on s'est dit, pour se faire record son marathon, je pense que c'était sub 3 heures. Donc 4:15. Okay. Donc 4:15. Puis en fait, moi je m'emballe toujours trop. Ouais. Puis dans le sens que vous l'avez fait, le vent à l'île change, mais il est souvent du même sens. Ouais. Selon où vous partiez, est-ce que vous l'aviez de dos sur le départ ou sur le retour? On l'avait dos sur le départ. OK. Ouais. Fait que ça veut dire que le dernier 20 kilos, tu l'as de face tout le long. Ouais, c'est horrible. Ça devait être sympathique. Donc, non, mais stratégie de pacing, mais c'est fou parce que ça allait bien jusqu'à ce qu'on passe le marathon. Ouais. En 2h53, je crois. Donc, beaucoup plus vite que... Mais ça allait vraiment bien. Félicitations à Benoît qui a fait son PG marathon. Ouais. Ça allait vraiment bien. Puis là, je l'ai dit, là, on prend 5 kilos relax, entre guillemets. Puis on arrive et là ça a été dur, 5 kilos parce que là on était dans le virage quand on passe le 42, 5 kilos encore et là 20 km pleine face. T'es content quand tu vois le Mont-Saint-Anne mais après tu fais que le voir. Ouais, c'est sauf ça. qu'il est censé être derrière toi au bout d'un moment. Exact. Mais pendant longtemps tu le fais que le voir, tu fais oui, puis l'île d'Orléans, je veux dire, il y a rien de plus exposé que ça là. Je veux dire, s'il y a aucun dénivelé sur l'île, c'est une petite bosse en plein milieu du Saint-Laurent puis le vent il arrive je sais pas où mais il arrive fort. Ouais, et là c'était vraiment dur, surtout les 15 derniers. Heureusement qu'il y avait des ravitaux souvent.
Ouais. Ça faisait un peu des marques, ok, je me rends là, mais il fallait pas s'arrêter. Ouais, à un c'est moment, ça. j'ai un truc qui tombe par terre, je le ramasse, j'ai cru, mais quoi, ils allaient jamais repartir. Ouais, c'est ça, Je peux pas me pencher. Fait que quand t'as arrêté pour vrai, Ouais. tu t'es pas inscrit à une course la semaine suivante. Ah non, en plus là, quand tu vois le pont, ça fait Ouais. du bien. Puis après, je me suis dit, attends, c'est quand qu'il y a Mona et Cassis? Et je pensais pas que c'était si proche de moi. Ouais. Enfin, je pensais que genre c'était 2-3 kilos, et du coup, ça me faisait un mal. Je suis en mode, ah non, là, je vois Mona Cassis, et là, je vois la lumière. Ah, voilà. Quand j'ai vu la lumière, j'étais en mode, attends, la lumière, est-ce qu'il y a vraiment une seule lumière Oui, c'est dans ça. les hanches? J'étais en mode, je sais pas. Et la réponse est oui. Et parce que là, j'ai vu des voitures croisées et Ah, tout. ouais. Je fais, ok, c'est fini. Ouais. Mais c'était dur, les 15 derniers kilos, vraiment. Ah, j'en doute pas. Fait que là, Stephanie Simpson pis sa gang recréent ce même genre d'événement-là. Ils font le FKT de Laval. J'ai pas la date exacte, mais c'est au mois de mai. Je sais plus, ouais. Donc, ouais. s'il y en a qui ça les intéresse, c'est 77. 17. Fait que c'est un 10 de plus quand Ouais, même. mais là, quand j'y repense, je me suis dit, oh là, non. Pas celui-là. Non. Fait qu'on comprend que tu seras pas à Laval. Non. Grosse saison 2025, on en a parlé en détail. À ce moment-là, on le disait tantôt, t'étais commandité par une boutique ou une marque de vêtements. T'étais à temps plein au travail. Est-ce que ça a changé entre maintenant puis aujourd'hui? Parce que là, on a vu les annonces, t'es rendu avec Brooks, t'es rendu avec NAC. Tu te professionnalises en trail. Est-ce que t'es encore au travail temps plein? Je suis passée à mi-temps OK. depuis février. Est-ce que ton boss était dur à convaincre? Non. On va le dire parce que les gens savent pas, mais Thomas Duhamel, tu travailles avec lui. Ben, est-ce que c'est ton boss direct? Je sais pas, mais vous travaillez dans la même compagnie. Puis je sais que c'est le boss là-bas. Fait que je suppose que ton boss c'est Thomas qui est venu sur le podcast plein de fois, qui est un trailer de haut calibre. Donc je suppose qu'il a pas été trop dur à convaincre. Non, plutôt très content, très conciliant. Ah oui, je comprends. Donc c'est ça, donc signature avec Brooks dans la team pro North America. Donc avec notamment Rémi, Ben oui. deux représentants du Québec. Brooks qui fait un gros comeback, j'ai envie de dire, parce que Brooks, je veux dire, dans les années 2000, dans les années Scott Jurek, donc ça rajeunit pas, était la marque de référence en trail. Le Cascadia était l'espadrille de trail, c'est un peu le speed goat de son époque, l'espèce d'espadrille que tout le monde a. Puis je le dis parce qu'il y a un comeback, puis ils sont rendus très performants, mais tu sais, moi j'ai commencé en trail avec le Cascadia, puis Brooks est encore. Puis à un moment donné, il y a eu une espèce de perte de qualité, ou en tout cas certaines évolutions, puis il y a beaucoup de monde qui ont tourné le dos un peu à Brooks, puis ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire investir en R&D, puis il y a eu un comeback immense. Là, je parle à travers mon chapeau, je connais rien sur la route, je pense qu'ils ont toujours été forts avec le produit de route, mais là, je parle vraiment spécifiquement trail. On a vu à un moment donné, il n'y avait plus d'équipe Brooks, alors que pendant des années, c'était une grosse team. Et là, il y a un comeback depuis 5 ou 6 ans, ou 4 ou 5 ans, qui est énorme. Donc, c'est cool qu'ils investissent comme ça, puis qu'ils intègrent des Québécois à la team. Non, c'est vraiment bien. Et même que ce soit sur le marché européen aussi, Ouais. quand je pense, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Nicolas Martin, il a toujours été chez Brooks, là, et ça fait quand même des années qu'il court. Il a été vice-champion du monde. Enfin, donc il a beaucoup mis, je pense, c'est ça. Il y a eu un petit post Scott Jurek avec la Western. Puis après, c'est relancé. Et pareil, sur route, ils ont toujours eu. Ouais, c'est ça. Ils ont toujours été forts. Ils ont toujours été forts. Puis en trail, je le dis, ils ont toujours eu des immenses parts de marché. Je pense que c'est juste que il y a eu quelques itérations de quelques modèles que ils gardaient le même nom, mais les choses changeaient. Puis là, ça fâche les gens en général. Puis je pense que c'est le même pour toutes les marques qui font ça. Mais les nouveaux produits ont l'air exceptionnels. Là. Ouais, là, depuis qu'ils sont sortis, ils ont beaucoup investi d'abord sur du court, en fait, sur les Golden avec les catamontes agiles. Ouais. Et on voit que ce soit en Europe, Roberto Di Lorenzi qui performe depuis de nombreuses années, ou là chez nous, il y a Rémi, il y a Anna Gibson, il y a Courtney, enfin il y a vraiment il y a Tyler Stack, il y a vraiment des très bons coureurs sur du court. Puis là qu'ils ont développé le Cascadia Elite, là ça a été un peu genre grosse mise en avant l'année dernière avec Chris sur la Western, solide. même avec Will Murray aussi, là pareil en Europe sur des coureurs européens. Donc très contente d'avoir intégré cette team. Merci Rémi. Tu cours avec lequel en ce moment? Alors moi j'aime beaucoup les Catamontes 4, mais qui sont plus vendus au Canada. Ah, c'est vrai? Ouais, mais j'aime beaucoup. Ça a été un peu leur avant la Cascadia Elite,
Ils portaient beaucoup ça, les coureurs élites en fait, sur du plus long ou du moins technique. Donc moi j'aime beaucoup. Et sinon la Cascadia Elite là c'est quand même surtout quand tu viens de la route, que t'aimes bien aller vite, ça change quand même. Mais la Catamontagile aussi j'aime beaucoup pour du terrain agressif, pour du court. C'est super léger en fait. Donc je me rappelle, je l'avais testé pour le fun à un moment donné le Catamount, la première itération je pense 2020 qui a comme été le chose qui a peut-être fait tourner la page du Cascadia 12-13, je me rappelle plus lequel. Puis j'ai fait oh shit, il était super léger, super réactif, très léger, puis pas de plaque, mais je me rappelle l'avoir testé puis faire OK, il y a un rebond parce que Skyvolt, donc je pense qu'il y a une plaque en nylon dedans. Ouais, mais les récents, mais je pense que le premier Catamount, il y avait pas de plaque du tout, mais la mousse, c'était un gros game changer cette mousse là. Ouais, donc c'est ça, donc pour du court, j'aime beaucoup beaucoup ça et stay tuned pour le reste pour le reste, mais donc donc intégrer Brooks qui m'a permis de pouvoir passer à mi-temps avec le travail. Et j'ai aussi rejoint NAC pour le volet nutrition. Ben oui, c'est gros hiver pour NAC là, aller chercher Elisa, Courtney, Jay. Magnifique. Tout le monde est rendu chez NAC. Tout le monde est rendu chez NAC. C'est très cool ça. Comment on planifie la saison 2026? Pour 2026, moi mon gros focus c'est toujours donc les Golden Trail Series. Comme je disais, moi je préfère les formats courts autour de 30 km, donc c'est ça l'objectif de la saison. Donc c'est quand même beaucoup de courses à faire parce qu'il faut quand même en faire 4 pour pouvoir se qualifier en finale, et beaucoup de voyages. Oui, parce qu'il y en a une seule en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça qui à la maison. Qui est à la maison mais qui est pas compliqué pour y participer parce que le QMT est aussi les championnats canadiens. Oui, c'est ça. Donc ce que je ferais les championnats canadiens. Ouais. Mais donc c'est ça, donc c'est la Golden Trail qui a un gros focus pour la finale en octobre, mais aussi cette année les championnats canadiens de trail et de course en montagne qui sont un énorme objectif qui permettent de se qualifier pour les championnats du monde l'année prochaine à Cape Town. C'est que les années où il y a pas de mondiaux qui s'en viennent, c'est des belles reconnaissances d'être champion canadien, mais ça donne pas accès à ce dossard-là, là, comme en 2024-2026, c'est ça. Donc en là, plus, ça va être une finale des World Trail Mountain Running. Donc là, ça va être ça. Donc 4 courses golden, le QMT 50 pour les championnats canadiens. Donc je ferai pas le QMT 30 qui est le lendemain. Qui est le lendemain et qui est les golden. Le défi des couleurs, donc pareil pour championnat canadien, et là comme tu disais finale de la Mountain Running Association, donc ça c'est quand même fou. Et une autre course très importante, ça va être Borealis by UTMB pour avoir mon ticket au CC 2027. Parce que, comment je suis toujours mêlé dans le système, en te qualifiant cette année, faut que tu ailles chercher un top 3? Ouais. OK, c'est ça. C'est pas un renouvellement vu que le top 10 l'année passée. Non, ça amène rien de faire un top 10. Non, c'est ça. Top 5. Ah, c'est ça pour être invité avec une seule stone. Ouais. Je comprends. Je pensais que c'était le top 10 parce que longtemps, ça a été ça. Peut-être top 10 sur l'UTMB, mais sur le CC, c'est le top 5. C'est le top 5 qui est réinvité l'année suivante. C'est ça. OK. Donc là, Borealis. Borealis fait quelle distance? Le 50. Le 50 pour aller chercher un autre qualif au CC. Ouais. Belle saison en vue. Ouais, ça annonce encore une grosse saison. Pas d'FKT à travers. Non, pas d'FKT à travers, non. Ben, parlant d'FKT, t'es-tu prête pour les FKT des questions éclairs? Ouais, j'attends que ça. Parce que ça, c'est comme ça qu'on conclut. Ouais, j'attends que ça. Est-ce qu'on va voir, tu nous parles en début d'épisode de la Elisa compétitive. Ceux qui l'écoutent en caméra, vous allez voir, je pense, le regard arriver. Je vais aller chercher mon téléphone que j'ai oublié là-bas, puis je reviens pour le chrono. Ouf, c'est quoi ça? À 1 heure, on le sent déjà. Donc, je sors le chronomètre. Je rappelle que le FKT appartient à un autre cute, un certain Robin Mayotte. Connais-tu? Ouais, très bien, très bien. Très bien. J'étais là pendant ce FKT. Exact, 10 secondes. Donc, tu sais qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Tu l'as vu, t'en étais témoin. Je pense que c'est la première fois que j'ai une invitée qui tente de battre un FKT de questions claires et qui a assisté à la dite performance. J'ouvre la calculatrice. C'est clairement pas là-dessus que je vais faire le chrono. Donc, prête? Ouais. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Sucre ou casquette? Casquette. Ultra ou sub-ultra? Sub-ultra. Feuillu ou conifère? Feuillu. Question NAC, boost ou ultra? Boost. Automne ou printemps? Printemps. France ou Québec? Québec. Gaspésie ou Charlevoix? Charlevoix. OCC ou Worlds? OCC. Oh, 12 secondes. Je t'ai retâché une seconde parce que je me suis accroché dans une réponse. Roulant versus technique. Je sais pas d'où le technique est sorti. Mais je fais technique, c'est une question que j'avais pour toi tantôt parce que... J'ai fait technique, je fais non. Oui, c'est ça parce que veux pas. Bon, 12 secondes, félicitations. J'allais dire,
tu viens de la route, le roulant, bien sûr, ça te va bien. Canyon, ça a bien été, OCC, les Worlds. Mais à force de faire des courses québécoises, je veux dire, t'as fait du technique en masse, t'as fait le trail Lac-Nique du coureur, le QMT. Est-ce que tu développes un amour pour le technique ou pas du tout? À force d'en faire, non? Non, j'aime pas ça. Non. Ça aide, là. Je suis plus à l'aise. Okay. Mais ça me gosse toujours de pas pouvoir courir comme je veux. Mais après, je me dis, de toute façon, en course, tout le monde est face à ça. Ouais. Donc c'est pas, je pense pas perdre tant de temps. Mais c'est différent. Les techniques sont différentes en fait entre le technique Québec et technique Pyrénées, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Mais donc je préfère toujours le roulant. OK. On parlait des Cute. T'as récemment déménagé à Québec dans la dernière année. T'as intégré sur une base régulière les Cute. Qu'est-ce qui explique ce déménagement-là? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu t'en venir à Québec? Pour être plus facilement proche des montagnes, en fait. Okay. C'est à Montréal, il faut quand même faire beaucoup de routes, au moins 1 heure, 1 heure et demie pour être proche des montagnes. Ouais. Là, rien que en 20 minutes, je suis au relais, même si c'est pas très haut, là, ça reste que c'est une petite montagne pour s'entraîner, ça peut être très bien. Ah ouais. Stoneham est à 30 minutes, le Mont-Sainte-Anne est à 40 minutes, et après, si on peut pousser un peu plus dans le Charlevoix. Donc, c'est vraiment pour être plus proche de la nature et des trails facilement. C'est sûr qu'on est gâtés là-dessus à Québec. Ouais. Ben, merci beaucoup, Elisa. C'était vraiment merci de une m'avoir belle reçu. discussion. Merci de t'être déplacé ici en vélo, donc déplacement actif Ouais, il fait magnifique. jusqu'au studio. Je termine toujours en remerciant mes partenaires du podcast, donc NAC, qui est aussi ton partenaire. Noctem, qui m'offrait aujourd'hui une El Gato Lim, une lager mexicaine que j'ai bien aimée. Toi, as-tu aimé ton Mox Mocktail? Oui, c'est vraiment très bon. Ça se boit très vite. J'ai essayé de l'allonger, mais ça se boit très vite. C'est très bon. Je remercie aussi Café Charlevoix. Je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à Lisa. C'est toujours un grand plaisir de jaser. C'est la première fois en micro pour vrai un épisode sur toi. T'as-tu aimé l'expérience? Bah oui, beaucoup. C'était un peu plus long quand même que nos discussions. Ouais, mais c'est cool de pouvoir un peu plus aborder certains sujets, donc avec plaisir. Choisir en profondeur. En fait, j'allais conclure, puis ça me rappelle une anecdote. C'est que quand on s'y va à l'UTMB, bon, t'avais fait l'épisode pré-UTMB du podcast, puis on a fait de l'OCC les deux le jeudi et le vendredi après-midi. C'est le départ de l'UTMB, donc moi je récupérais de ma course, puis je partais sur le grand tour, mais je voulais qu'on se parle. Je voulais faire une petite entrevue post-course parce que tu venais de faire quelque chose d'exceptionnel, puis on s'était parlé pré-course, fallait faire un post-course. Et là, ça donne que t'étais dispo et j'étais dispo à 17h, même pas 17h30, à 20 minutes du départ de l'UTMB, et on s'est croisés, on a réussi à se trouver dans la foule complètement débile. Oui, on se disait, ok, je suis là, à droite du podium, exactement là. Okay. Ah ouais, c'est ça, fallait se parler. Pas. Ah, c'est ça, parce que, je veux dire, il y avait des milliers de personnes. On s'est trouvé un petit coin tranquille, on a réussi à enregistrer. Je sais pas pourquoi, en concluant, je me suis rappelé cette anecdote-là. C'était très cool, ouais. C'est plus fun quand même en mode à la cool avec une bière, puis à pas courir partout, ouais. Ouais, c'est ça, essayer de se trouver. Donc, voilà. Donc, je pense que j'avais terminé mes remerciements. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.